C'est ton troisième patient. Ouais, bon, voilà, toujours pareil, un tableau de patient mixte, patient de 55 ans qui a un diabète. Alors là aussi, voilà, c'est des patients qui deviennent un peu mixtes, orientés aussi sur le bilan de l'apnée du sommeil, qui a voilà, une dysfonction qui a débuté il y a 11 ans et actuellement, il est quand même sous… c'est la première fois que je voyais effectivement un malade avec un traitement d'épreuve où il se fait 2 injections d'Edex 20 chez lui pour essayer d'obtenir une érection qui est très modérément satisfaisante. Voilà, donc il n'y a pas d'influence de la position sur les érections, il n'y a pas de variabilité, c'est vraiment une dysérection permanente, sévère, et qui résiste au traitement. Avec un EHS à 0 sur 4, pardon, sans EDEX, 3 avec EDEX, mais quand même deux injections de dose supramaximale, on va dire, et un IEF qui est évalué à 5. Donc, oui, pardon, les signes de fuite veineuse, donc, ils sont tous présents, en fait, hein, avec une érection, surtout en position debout, et quand il appuie à la base de la verge. Que dire par rapport au reste? Donc là, actuellement, il est avec une nouvelle partenaire avec laquelle il discute bien, donc il n'y a pas de soucis. Mais voilà, donc sur le plan clinique, je n'avais pas d'éléments particuliers. Et l'échodoppler qui a été fait initialement a retrouvé des fuites superficielles, un EHS à 2 sur 4. Alors pareil, là, c'était le début de on va dire, notre courbe d'apprentissage et il y a eu un petit peu de sous-dosage avec donc là un EDEX 10, papaverine 40, qui a quand même montré des fuites superficielles et il y avait une majoration de la pression intracaverneuse par compression de la veine dorsale superficielle. Donc un score veineux à 5. Donc effectivement, évidemment, un patient avec un profil mixte, artériel, veineux et aussi un diabète découvert depuis 2 ans. Au vu de l'intensité des symptômes avec des éléments de fuite veineuse, effectivement, on est quand même parti aussi sur un cavernoscanner. Donc, à la phase, donc ici, je sais pas si là vous le voyez, c'est bon, oui. Oui. Donc ça, c'est la phase de remplissage qui nous dit pas énormément de choses. On a la phase ensuite complet Elvis 3. C'est celui-là. Avec chez lui une fuite, voilà, d'une veine dorsale, un drainage vers une veine superficielle, un drainage par la veine dorsale profonde, des veines satellites. Hop, on voit. J'essaie de vous les faire en sorte que ça soit le plus visible possible. Donc le corps spongieux est opacifié aussi. Et puis on a des fuites ici sur le territoire du plexus de Santorini, une opacification relativement importante là, des 2 territoires des veines pudendales et puillac interne, et des corps caverneux qui s'opacifient notamment pas complètement à gauche, et la pointe du corps caverneux ici, on ne voit pas vraiment de fuite de la pointe des corps caverneux, mais plutôt des fuites assez rapides en fait, du territoire de la veine dorsale profonde vers de la veine dorsale profonde, et ici des fuites superficielles. Le troisième temps, c'est le complet 3. Attendez, excusez-moi, je crois que j'ai fait le tardif, pardon, le 6. Et donc la phase tardive avec une opacification de la vessie, un début d'opacification de la vessie que l'on voit, et un EHS toujours là qui était coté à 2 sur 4, 2,5 pendant l'examen. Oui. Donc ce monsieur, je lui ai aussi demandé donc le cavernoscanner, donc EHS initial à 2, il a eu 70 cc d'injecté, puis superficiel.
Que dire de plus? Donc, il a eu un angioscanner complémentaire qui ne montrait pas d'atteinte des gros troncs, et 2 iliaques internes perméables jusqu'aux artères pudendales, mais effectivement infiltré. Donc, l'angioscanner n'a pas été sensibilisé par un mini-test. Hein. C'était une étude voilà, sur un angioscanner simple. Pareil, je l'ai envoyé vers l'endocrinologue parce qu'il a un hypogonadisme et enfin, une hypoandrogénie. Il est en bilan d'apnée du sommeil. Voilà, donc c'est un patient qui a pour lequel il n'y a vraiment aucune réponse aux injections intracaverneuses. La question que je me pose, c'est un profil mixte compliqué pour lequel on peut imaginer qu'un jour il aura une prothèse. Est-ce que ça vaut le coup malgré tout d'essayer de lui proposer une chirurgie veineuse avant d'aller jusqu'à la prothèse? C'est une des questions qui peut se poser. Je ne sais pas si ça vous semble judicieux ou pas. Ce patient étant diabétique, il faut peut-être envisager chez lui aussi un bilan neurologique qui va peut-être emporter la décision. Alors, le bilan est en attente, mais les délais sont un petit peu longs. Donc là, il a rendez-vous, mais c'est au mois de juillet. Voilà. Parce que s'il a une atteinte neurologique significative, l'attente que l'on peut avoir de la chirurgie est très... Je ne sais pas ce que tu en penses, Eric. Complètement, oui. Nous commençons, je crois que nous avons traité 2 patients comme ça qui ont une neuropathie diabétique et des fuites veineuses en leur expliquant bien que la chirurgie des fuites veineuses peut rendre efficaces les auto-injections, mais que de toute façon, ils devront passer par des auto-injections. Dernier point, c'est les trois malades sont assez similaires d'ailleurs et intéressants. Ils ont une hypoandrogénie très importante avec des tranches d'âge identiques et un taux de testostérone très bas. Donc il faut traiter cette hypoandrogénie. Alors est-ce que Roger a une idée là-dessus, mais est-ce que ces malades hypertabagiques est-ce qu'il y a une intoxication tabagique qui retentit sur les hormones, sur le testicule? Moi, je ne sais pas, mais je suis frappé par les 3 malades qui sont à peu près similaires et qui ont tous une hypoandrogénie qu'il faut traiter. Et de toute façon, ces patients, il faut que vous soyez très rigoureux. Il faut échanger le traitement contre l'arrêt du tabac. Il n'y a pas de secret là-dessus. C'est comme en chirurgie vasculaire, pas d'arrêt de tabac, pas de traitement. Le tabac a souvent quelques actions au niveau métabolique, mais ça touche beaucoup plus au niveau du diabète qu'au niveau des... Oui. Dans l'occurrence, les 2 autres n'étaient pas diabétiques, je ne crois pas. Mais au niveau de testostérone, il n'y a pas vraiment de lien direct connu, quoi, enfin, à ma connaissance. Alors, question stupide, mais c'est du même labo, les dosages? Parce que ça pose question quand même. L'hypotestostéronémie comme ça profonde, elle n'est pas si fréquente. Donc, même la totale. Oui, mais il n'y a pas une... Il peut pas y avoir un ce qu'il faut que vous voyez, c'est si vos labos à Caen dosent la testostérone biodisponible vraiment, ou s'ils la dosent par, comme on dit, par calcul. Par calcul, parce qu'il faut un dosage isotopique pour avoir une bonne testostérone biodisponible. Ça, c'est à regarder. Mais là, ils ont une testostérone totale déjà très basse pour une tranche d'âge. On considère, nous, qu'à partir de 4 nanogrammes par millilitre, on peut parler de baisse androgénique importante, surtout dans des tranches d'âge qu'on considère comme encore jeunes. C'est parce que nous sommes vieux, nous, mais c'est vrai ça. Et ça, aujourd'hui, c'est très important. Les grands spécialistes, comme notre ami Claude Schulman, considèrent qu'il faut avoir une testo totale déjà bien charnue pour avoir des effets maximum, des effets thérapeutiques. Donc ça doit accompagner votre réflexion à chaque fois, et ça, c'est facile à corriger. Au total, pour ce patient, est-ce que,
je pose la question à la place d'Étienne, nous sommes en staff, hein. Est-ce que si on corrige sa testostérone et s'il accepte le sevrage tabagique, est-ce qu'on fait une chirurgie des fuites veineuses? Je pense que oui, la réponse peut être oui. Il y a un stade intermédiaire, c'est que les injections intracaverneuses deviennent performantes, mais ça n'empêche pas la discussion d'une chirurgie veineuse. Bon, là, il faut entamer un dialogue avec lui. Dans quel sens il va aller en s'aggravant s'il continue comme ça, et il finira avec un implant. Donc, quel est son degré d'acceptance éventuelle d'un implant qui résoudrait tous les problèmes à la fois et qui lui permettrait de continuer à fumer allègrement? C'est un patient très motivé quand même, hein, parce qu'il s'injecte 2 ampoules d'EDEX 20. Donc c'est quelqu'un qui a envie de résoudre le problème. Donc c'est peut-être ce que disait Roger tout à l'heure, un homme pour qui on peut faire quelque chose. Effectivement, je pense que chez des patients comme ça, franchement, le fait d'insister sur la motivation à l'arrêt par rapport aux bénéfices obtenus, hein, c'est quelque chose qui est assez primordial. Et on ne se rend pas compte parce qu'on n'y pense pas toujours dans une consultation. On se dit, on lui dit arrête de fumer, et puis etc. Mais c'est vrai que si on fait la balance en disant vous avez des avantages à ne plus fumer et qui sont compensés par un bénéfice sexuel, enfin une activité importante, là ils prennent conscience. Souvent on leur a peut-être pas dit ça. Et le fait simplement de leur dire, justement, peut créer un déclic. Mais je voulais donner comme exemple, bon, moi, l'âge venant, je suis devenue de plus en plus agressive par rapport au tabac vis-à-vis des patients. Et dernièrement, j'ai un patient qui était venu, qui avait un PNORT à 1,18. Donc, je l'ai vu il y a 3 mois, en janvier. Je l'ai vu en janvier. Je lui ai dit que de toute façon, on ne voulait rien faire pour lui tant qu'il fumait et que je voulais le revoir 2 mois après l'arrêt du tabac. Il est revenu donc maintenant, c'est-à-dire 4 mois après, entre 3 et 4 mois après. Ça faisait 2 mois qu'il ne fumait plus et son PNORT est passé de 1,18 à 1,40. Mais je l'avais tellement agressé. Je pense que c'est l'occasion. Il a arrêté quasiment spontanément son intoxication tabagique. C'est la preuve vivante, parce que souvent on ne pense pas à leur dire ça. Et le simple fait de leur dire fait prendre conscience, parce que personne ne leur a jamais dit. Et là, jusque-là, le fait de lui dire tout simplement, que ce soit agressif ou pas, c'est sûr qu'avec une agressivité, ça marche un peu plus. Je suis maintenant un petit peu violente là-dessus. Oui, mais souvent, c'est nécessaire pour qu'ils comprennent. Les patients ont souvent un geste de recul au départ, et puis après, ils acceptent ce que je leur dis. Oui, mais parce que c'est peut-être la première fois qu'on leur dit ça, et qu'ils n'ont jamais entendu ça avant. Pas de cette façon-là, en tout cas. Et en plus, oui, mais... Ils vont arrêter de faire des HBCO, ils vont faire des PNORT en tabacologie pour... Donc, tu nous montres là, on en est où? Le dernier? Ouais, Quatrième. Le dernier rapidement. Alors, attendez. En tout cas, bravo à toute l'équipe pour la qualité des examens pour entre guillemets des débutants. Et surtout, quand même, au niveau de l'éco-Doppler, plutôt faire un EDEX 20 qu'un EDEX 10. Oui, non pas plutôt. Non, pas plutôt, oui. Disons, le maxi-test, c'est Papa 40 plus EDEX 20. Il y a eu une erreur dans le journal. Il y a une erreur. Oui, il y a une erreur dans le journal de phlébologie où on a mis EDEX 10 au lieu de EDEX 20. C'est-à-dire que la correction n'a pas été prise en compte. Voilà, on avait fait une correction et qui n'a pas été prise en compte. Et voilà. Donc, pour avoir une corrélation complète entre le pharmaco-éco-Doppler et le cavernoscanner, c'est Papa 40 et EDEX 20. Il y a des petits loupés là au départ sur ça. Donc, effectivement, là, un patient plus jeune, 42 ans, 15 cigarettes par jour, qui a une dysfonction aussi secondaire et qui a débuté il y a 2 ans.
et de façon un peu particulière. Donc, il prend du tadalafil 20 mg au moment des rapports qui améliore un peu les choses, mais ça se dégrade petit à petit. Il a déjà 2 enfants. Et donc, globalement, des érections matinales avec, à 3 sur 4 avec un traitement, 1 sur 4 sans traitement. Pénétration, enfin, avec un rapport sexuel, c'est 3 sur 4 et sans partenaire, 3 sur 4 également, avec des symptômes qui s'aggravent. Et les signes de fuite veineuse étaient tous présents, sauf pour la zone de pression, mais éjaculation sur verge molle, nécessité de maintenir une stimulation très forte pour obtenir une éjaculation rapide avant de la perdre complètement. Et un IEF coté à 17. Pas d'anomalie clinique particulière. Alors, j'ai essayé de faire un PNORT. Bon, parfois, je doute un peu quand même de la fiabilité du PNORT que je réalise, mais effectivement un peu altéré. Et un mini-test qui retrouvait des artères normales et un maxi-test avec des arguments pour une fuite veineuse avec un EHS qui était voilà, 3 sur 4 avec un test. Alors, c'est une erreur, hein, c'est Papaverine 40 qui a été fait, mais toujours Edexis Papaverine 40. Là, je voulais avoir votre avis sur ce Caverno scanner qui a été réalisé. Hop. Alors, là, j'ai un petit doute sur lequel ça, c'était la phase de remplissage où on ne voit pas réellement de fuite. C'est un scanner qui a été fait aujourd'hui, là, qui date d'aujourd'hui, donc je le découvre presque en même temps que vous. Et donc là, effectivement, là, pour le coup, il a eu une érection beaucoup plus importante, à quasiment 3,5-4, malgré des fuites qui sont un peu plus modestes, avec quand même un remplissage du plexus de Santorini. On ne voit pas réellement de fuite du fond des corps caverneux. Et à la phase tardive, je n'arrive pas à y accéder. C'est au remplissage. Parce qu'il a rempli. Et ça, c'était la phase tardive avec une opacification assez modeste d'une partie du plexus de Santorini à gauche. Donc là, j'étais un petit peu embêté parce qu'effectivement, il ne réagissait pas très bien au traitement. J'ai opté pour l'orienter sur un cavernoscanner parce qu'il y avait quand même des éléments cliniques de fuite veineuse. Et on se retrouve avec un malade qui a fait un hématome là, sur la table de scanner, à qui on a quand même fait une ampoule d'éthyléphrine. Donc là, bon, je pense qu'il faudrait peut-être plus partir sur un traitement médical pour lui. Je ne sais pas comment vous voyez la prise en charge, mais c'est Franchet. Donc voilà, lui, je lui avais mis un traitement par Héliovir, je l'ai adressé au centre anti-tabac. Et effectivement, au vu de ce résultat, peut-être les auto-injections, mais il est quand même relativement jeune, il a quand même 42 ans. Donc, je voulais savoir ce qui vous semblerait le plus légitime sur un patient. Pardon de t'interrompre, mais juste pour le cavernoscanner, en dehors des aspects d'hématome, etc., le résultat, c'est quoi? Si c'est une fuite profonde ou pas? Je me trompe. Pardon, je me remets dessus. Il y a quand même une fuite profonde là au remplissage avec une veine dorsale profonde. Le deuxième passage de scanner, est-ce que peut-être on peut revoir les images? Ah pardon, je vous le remets, pardon, excusez-moi, parce que je me mélange les pinceaux à chaque fois, pardon. Donc ça, c'est la deuxième, ça c'est le remplissage complet avec des fuites. Ah, vous n'avez pas d'image, pardon, excusez-moi. Ouais. Oui. Bon, il y a une fuite profonde. Il y avait une fuite superficielle aussi. Oui, mais qui là. On ne voit pas la fuite voit superficielle. Non. Alors, donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une fuite profonde, que probablement il n'y a pas de fuite du fond des corps caverneux? Il faudrait voir sur les coupes natives en allant de la symphyse pubienne vers le fond des corps caverneux, s'assurer quand même qu'il n'y ait pas de fuite, notamment à l'aplomb de la symphyse pubienne. Mais bon, sous réserve de ça,
Alors, on voit quand même quelques patients avec des discordances entre l'échographie Doppler et le cavernoscanner, ce qui fait que maintenant, en paire opératoire, d'abord, on dit aux patients que on va faire la mort dictée par le cavernoscanner, c'est-à-dire l'incision transverse sur le dos du pénis pour accéder à la veine dorsale profonde, mais qu'en fonction du contrôle, on peut devoir faire des abords d'escarpa. Et à ce moment-là, sur le cavernoscanner, sur la cavernographie de fin d'intervention, on peut visualiser des fuites superficielles qui n'étaient pas vues sur le cavernoscanner. Il faut bien réaliser que, en fait, il y a une différence de stimulation entre l'échographie Doppler et le cavernoscanner, parce que le cavernoscanner ajoute au régime pharmacologique l'injection volumique et que peut-être certaines fuites sont occlues dans ces circonstances. Elles ne le sont pas lors de l'échographie Doppler et puis dans la vie sexuelle, elles ne le seront éventuellement pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est encore un fumeur. Comme un fumeur. C'est hors normal. Ouais. Moi, il me semble qu'au cavernoscanner, il y avait une fuite profonde et qu'on pourrait commencer par ça. Et le faire arrêter de fumer, lui traiter sa fuite profonde, et puis voir. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, l'autre possibilité, si jamais il y a une veine superficielle particulièrement visible sur le pénis, en mettant un garrot à la base du pénis juste après l'anesthésie générale, ponctionner cette veine et en faire la phlébographie. Et si c'est si elle aboutit, elle aboutit forcément à l'une des saphènes, à ce moment-là, l'emboliser et noter sur la phlébographie le niveau d'arrivée de cette fuite, de cette veine, sur la crosse de saphène, à quel niveau arrive-t-elle pour pouvoir, le cas échéant, si le contrôle terminal n'est pas bon, aborder le scarpa et en faire la ligature. D'accord. Ouais. C'est sûrement avec un malade de ce type que je commencerai. Oui. D'accord. Oui. Ok, donc on essaie d'avoir le sevrage optimal et puis je vais partir là-dessus éventuellement, ça ne suffit pas. Ok, bon, je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre patience. Je vais vous laisser la suite du... Encore bravo. Ah oui. C'est super. Génial. Vraiment bravo. Merci.